la une ce soir, le maire de Matoury lâché par sa majorité. 23 conseillers municipaux sur 33 ont voté contre le compte administratif de l'an passé et le budget 2016. Présenté par Gabriel Serville, le préfet de région devra saisir la chambre régionale des comptes dans ce dossier. Et puis, on va s'intéresser à un atelier associatif de soutien au projet. Il a été inauguré au camp de la transportation de Saint-Laurent vendredi dernier. Il s'appelle Caslab, reportage à suivre. Et puis, il y aura du sport dans votre journal avec les finales de la Coupe de Guyane de volleyball. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre session d'information. On démarre ce soir avec le conseil municipal plus qu'agité à la mairie de Matoury hier soir. 23 sur 33 conseillers municipaux ont voté contre le compte administratif 2015 et le budget 2016 présenté par Gabriel Serville. Un maire lâché désormais donc par sa propre majorité et qui se dit aujourd'hui opposé à sa politique. Et à ce stade de profond désaccord, le préfet de région devra saisir la chambre régionale des comptes pour établir une nouvelle proposition de budget mis à pierre. C'est une nouvelle douche froide pour le maire de Matoury, Gabriel Serville. Il n'a pas obtenu de majorité pour faire voter le compte administratif 2015. Impossible donc de faire voter le budget de l'année 2016. 23 élus de la majorité sur 33 ont voté contre ce compte administratif. Ils ont également rédigé une motion de défiance envers le maire. Nous avions donné une vision claire, nous avions un programme de campagne qui était en 10 points. Je vous rappelle, je les ai toujours en mémoire, mais il y avait 10 actions clés qui avaient été présentées à la population et nous devions travailler sur ce programme. Bien évidemment, la situation est compliquée puisque les comptes sont déficitaires, mais il y a des actions qui ne demandent pas forcément d'argent. Donc aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui se passe, nous ne reconnaissons pas le programme de campagne pour lequel nous avons été élus et ce sur quoi nous étions engagés. Pour le maire, il s'agit tout simplement d'un coup d'État, une frange du Parti socialiste guyanais qui s'est alliée à l'opposition. Lorsqu'on présente ainsi un compte administratif 2015 qui dégage un excédent pour pouvoir alimenter la section d'investissement pour répondre aux attentes de la population, je ne peux pas comprendre, hormis le fait de vouloir faire un coup d'État, que des personnes, que des élus de la majorité puissent s'opposer à l'adoption de tels documents. Vous imaginez même la dévolution de la calebasse, l'ancien restaurant calebasse, qu'on voulait faire en direction des syndicats pour transformer cette bâtisse en maison des syndicats. C'était une des revendications fortement portées par les grévistes et même cette proposition a été rejetée. Donc ça veut dire qu'il y avait une volonté manifeste de tout casser ce soir. Ils ont réussi à tout casser. Maintenant, je vais demander simplement que chacun assume sa responsabilité devant la population de Matoury. Divorce donc avec la majorité. Le mariage avec la population de Matoury est-il toujours viable ? Je considère que ça serait plus logique que les élus qui ne se sentent pas bien de la majorité démissionnent. Que l'opposition s'oppose, moi je trouve ça tout à fait normal. Mais que des personnes de la majorité adoptent un tel comportement, je dis que ça relève d'une ineptie et d'un manque cruel du sens de la responsabilité. La population a voté pour une équipe, pour une liste. Nous n'avons pas plus de motifs de démissionner que d'autres personnes. Mais malheureusement, après 2 ans, nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir que les choses changent. Et c'est pour la raison pour laquelle nous avons choisi de donner un coup très fort, de marquer un coup très fort et de dire qu'aujourd'hui nous n'avons plus confiance et que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nombreux étaient les administrés et syndicalistes qui ont assisté à ce conseil municipal qui a tourné court. La suite est donc régie par les textes. Désormais, c'est le préfet qui devra prendre la main pour régler la question du budget, saisir la chambre régionale des comptes afin de faire une proposition. Et dans le même temps, Gabriel Serville change de démarche politique. Il avait annoncé sur notre antenne son départ du Parti socialiste guyanais. Il fait finalement machine arrière et l'explique dans votre émission Face à Face ce soir. En voici un extrait. J'ai clairement dit sur les médias avoir une difficulté relationnel avec la direction du parti, avec 2-3 membres éminents du parti, mais j'ai aussi pris la peine de préciser que j'ai gardé un très très bon contact avec les sympathisants. Aujourd'hui, vous comptez rester? Donc, je suis toujours au PSG et je compte rester au PSG parce qu'il va falloir que j'y reste. C'est un scoop, ça, à TV. Ah ben c'est la première fois que je le dis officiellement. Je l'ai dit une fois sur Radio Jam, mais c'est la première fois que je le dis sur une antenne télé. Je suis toujours au PSG, je ne partirai pas tout de suite du PSG parce qu'on aura des explications à se faire.
Tout autre chose, vous le savez, plusieurs acteurs économiques et sociaux de Guyane étaient dans les rues de Cayenne pour une opération escargot hier après-midi. Ils ont ensuite été reçus à la préfecture pour une conférence sur la question des marchés publics. Le préfet s'est engagé à favoriser le principe d'allotissement des marchés publics. On l'écoute justement au micro de Maxime de la Houplière. C'est d'une part vérifier si l'allotissement existe en quantité suffisante en Guyane. Donc j'ai demandé à l'Observatoire de la commande publique de se mettre en possibilité de chiffrer combien il y a d'allotissement dans les marchés publics. Et d'autre part d'augmenter cet allotissement pour rassurer les professionnels sur le fait que ce que nous souhaitons, c'est que le travail de la commande publique puisse bénéficier aux entreprises guyanaises. Il peut y avoir une dissociation entre le produit que vous transportez et le transport que vous faites. Donc ça dépend beaucoup du type de travaux, de la masse des travaux, du volume des travaux. Et je crois que les donneurs d'ordre qui étaient présents dans la salle hier n'ont absolument pas dit qu'ils étaient contre le fait. Ils ont simplement fait remarquer que ça alourdissait considérablement leur charge administrative, mais qu'ils étaient prêts à le faire, il n'y avait pas de problème. Revenons maintenant sur la tragique histoire de Manuel, jeune gardien de la paix originaire de la Guadeloupe. Il souffrait de ne pas pouvoir rentrer dans son pays natal et s'est donné la mort à Drancy lundi dernier. Son enterrement aura lieu lundi prochain dans sa commune natale. 3 jours après le drame, son frère a tenu à participer à une rencontre avec une délégation de parlementaires antillais. Il souhaite, par son témoignage, faire prendre conscience des souffrances des gardiens de la paix. Éric Jupuy. Paris, un univers parfois impitoyable pour les gardiens de la paix originaires d'outre-mer. Le Guadeloupéen de 25 ans qui s'est donné la mort lundi à Drancy devait être titularisé en début d'année. C'est le 5e suicide de fonctionnaire de police domien reconnu en moins de 10 ans. Alors ce jeudi, son frère a décidé de témoigner lors d'une rencontre à l'antenne du Conseil régional de Guadeloupe. On savait qu'il n'allait pas bien, il le disait souvent. Il y avait un mal-être, que le manque de repères aussi jouait beaucoup. La désillusion, voilà, il voulait véritablement retourner auprès des siens, pouvoir être muté donc, auprès des siens. Maintenant, ce sont des procédures qui prennent des années et des années et des années, ce n'est pas normal. Manuel était en fin de stage au dépôt du Palais de justice de Paris, un service réputé pour sa dureté, où souvent les jeunes policiers débutent. Déjà en étant policier c'est difficile, mais dans le service militaire c'est encore plus difficile. Après que tu aies quelques difficultés au travail, quelques problèmes au travail, peut-être pas suivis par la hiérarchie ou peut-être mal encadré ou je sais pas, où personne ne voit que tu as besoin d'aide, mais au final on arrive à l'irréparable. Pour éviter un drame prochain, des représentants policiers ont rencontré les collaborateurs des députés Harry Chalus et Jean-Philippe Ninor pour trouver des mesures concrètes. On demande à ce qu'il y ait, en termes de suivi psychologique, une cellule indépendante du ministère de l'Intérieur vers laquelle les fonctionnaires puissent se tourner. On demande également que soit pris en compte vis-à-vis des fonctionnaires domiens cet éloignement. Les propositions seront étudiées par les élus qui pourront dès lors interpeller directement le ministre de l'Intérieur. Tout autre chose, maintenant on va s'intéresser à un atelier associatif de soutien pour vos projets. Il a été inauguré au camp de la transportation de Saint-Laurent vendredi dernier. Et CASLab, c'est son nom, sera prochainement ouvert au public. Hervé Chaucron et Cédric Ross. De l'imagination à la création, du rêve à la réalité. C'était vendredi 8, à Saint-Laurent-du-Maroni, que s'est déroulée l'inauguration de cet atelier un peu particulier. Un lieu où, épaulé par des intervenants, on peut passer d'un simple projet à un prototype réel. La CASLab, c'est un Fab Lab, donc un atelier de fabrication numérique. En fait, c'est un atelier collaboratif dans lequel on va trouver des machines, notamment des machines numériques, qui permettent de créer des choses, de fabriquer des choses, de les prototyper, ce qu'on appelle prototyper, c'est-à-dire de créer le premier modèle d'une pièce, d'un système ou d'un objet. C'est un Fab Lab qui est associatif, donc il faut devenir adhérent de l'association. Et à partir de ce moment-là, en fonction du projet que vous avez, on va essayer de définir quels sont les besoins, quelles sont les compétences qu'il faut avoir, quelles sont les machines qu'on va devoir utiliser.
Et on va initier la personne qui vient au Fab Lab à l'utilisation par exemple de l'imprimante 3D, si c'est l'imprimante 3D qu'on utilise, ou de la brodeuse numérique, si c'est pour faire travailler le tissu, etc., etc. Et la personne va pouvoir ensuite venir librement, en tant qu'adhérent, pendant les créneaux qui sont réservés, pour travailler dans l'atelier, sur cette machine-là, pour faire son projet. À partir du moment où on ne se met pas de barrière, on ne se dit pas « je ne suis pas informaticien, je ne peux pas utiliser ça, je ne suis pas électronicien, je ne suis pas mécanicien ». Il faut juste de la motivation, des bonnes machines, et c'est ce qu'on a au sein du Fab Lab, et des gens pour vous aider, pour vous encadrer, pour vous orienter. Voilà. On a coutume de dire, et c'est un peu la devise de l'association, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. L'atelier collaboratif ouvrira ses portes au camp de la transportation très prochainement. Une opportunité pour les créatifs de tout horizon de concrétiser leurs idées. Restez avec nous dans quelques instants. Nous reviendrons sur la rencontre transfrontalière culinaire qui s'est tenue à Saint-Laurent pour les journées du goût et des saveurs. Et puis nous verrons les premières manches de finale de volleyball qui ont démarré hier soir. Récit complet à suivre dans quelques instants. C'est donc au lycée Berthen Juminaire de Saint-Laurent-du-Maroni qu'une délégation de chefs cuisiniers surinamais a été reçue ce mardi. Une rencontre gastronomique, je vous le disais, dans le cadre des Journées des saveurs. Une opportunité aussi pour les élèves en formation culinaire de décrocher des stages en entreprise et peut-être même des emplois de l'autre côté de la rive. Hervé Chocron et Alex Dehu. Guyanais, Surinamais, réunis pour un repas professionnel. C'était mardi 12 avril que le restaurant pédagogique du lycée Berthen Juminaire a reçu une délégation de chefs cuisiniers de l'autre rive du Maroni. Une occasion de célébrer la semaine du goût et des saveurs et de renforcer les liens entre l'établissement et de nombreux grands restaurants du pays voisin. En fait, ce repas traduit une pratique de coopération de 9 années, depuis 2007. Nous envoyons des élèves en stage à Paramaribo et qui sont accueillis par différents chefs de cuisine ou de restaurant ou d'hôtellerie. Et aujourd'hui, nous les recevons pour la deuxième fois au lycée Berthen Juminaire pour des échanges, visites, échanges avec les élèves, avec les professeurs aussi. Ce que l'on aime avec la Guyane, c'est la gastronomie française. Dans ce domaine, le Suriname a besoin d'entraînement. La Guyane est beaucoup plus avancée dans la boulangerie et la pâtisserie. Et les techniques de cuisine française sont très bonnes. Les élèves guyanais que nous avons reçus sont aussi très bons dans leurs techniques. Même les cuisiniers surinamais apprennent des choses avec eux. C'est aussi très bénéfique pour leurs camarades du Suriname. Un moment de convivialité pour réaffirmer un partenariat de longue durée, une collaboration qui offre aux élèves de la section cuisine gastronomique des perspectives de stage et même d'emploi durable. En bref, le personnel d'Air Caraïbes en grève à compter de demain. Les syndicats protestent contre la création de French Blue, la filiale low cost de la compagnie caribéenne annoncée le mois dernier. Ils y voient un déclin programmé de la compagnie, même si la Guyane et les Antilles ne sont pas concernés. Une manifestation est prévue à l'aéroport Félix-Éboué demain après-midi. Nous y reviendrons dans notre édition de demain soir. Mais je rejoins maintenant notre invité, Alex Bathilde, directeur du comité de tourisme de Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler bien sûr de ce forum, du salon du tourisme qui va avoir lieu ce week-end au Palais Omnisport régional. Alors, comment se porte aujourd'hui le tourisme en Guyane ? C'est une activité qui est en devenir, qui est bien structurée, qui manque encore quelques éléments de structure, en tout cas en termes de consolidé, mais il y a une offre maintenant qui est reconnue par au niveau national, par les tour opérateurs. Donc on considère quand même qu'on est sur la bonne voie. Ça avance quand même. Ça avance. Alors un rapport quand même de la Chambre régionale des comptes démontre que l'investissement pour le tourisme par habitant en Guyane est très faible. On parle de 4 fois inférieur par rapport à la Martinique et la Guadeloupe. Pour quelles raisons ? Ben voilà, c'est que c'est une réalité en tout cas de tous les secteurs en Guyane, c'est que ce sont les moyens qui ne sont pas suffisants face aux défis auxquels la Guyane doit faire face. Le tourisme, comme les autres secteurs, souffre de moyens suffisants en termes d'investissement public. Et justement, qu'est-ce qu'il faudrait comme investissement pour permettre au tourisme de se développer aujourd'hui ? Mais il faudrait en tout cas plus de moyens, c'est ce que nous essayons de faire. Donc là, nous misons beaucoup sur les fonds européens. Aujourd'hui, il y a, sur la nouvelle programmation 2014-2020, il y a des leviers qu'il nous faut activer. Donc là, nous sommes en train de, justement, nous sommes dans une phase de montage de certains dossiers.
dans le but de mobiliser ces fonds pour aller chercher des contreparties nationales qu'on devrait pouvoir trouver et qui nous permettrait maintenant de mettre en œuvre des projets plus structurants. Est-ce qu'on peut dire quand même que quelque chose comme la suppression de la vaccination obligatoire pour la fièvre jaune permet peut-être une meilleure ouverture? Est-ce qu'on a plus de monde depuis que ça a été enfin supprimé? Alors la suppression n'est pas complètement effective, c'est le renouvellement. Au bout des 10 ans, c'est le renouvellement. Mais voilà, c'est ça, de cette vaccination obligatoire tous les 10 ans. Donc est-ce que déjà on a moins de monde? Non, on ne constate pas d'effet mécanique pour l'instant. Mais en tout cas, on pense que ça fait partie des éléments qui ajoutent à la mauvaise image, à la représentation quelquefois négative que certains touristes ou que certains territoires, notamment le national, peuvent avoir. Les conséquences positives vont peut-être se faire sentir un peu plus Voilà, tard. on espère. Mais il manque encore quelques leviers sur les visas, sur la question des visas, sur des choses comme ça. Vraiment, c'est un vrai travail que le président Madeleine veut entamer. Et d'ailleurs, c'est à l'occasion de ce salon, il espère avoir une réunion de travail avec son homologue, la présidente du comité martiniquais de tourisme, qui devrait être là, afin de définir une espèce de stratégie concertée pour essayer de faire remonter des choses au niveau du national. Vous parliez d'éléments qui contribuent à une mauvaise image, malheureusement, de la Guyane à l'extérieur. Est-ce que le Zika, le chikungunya ont un impact aujourd'hui sur l'afflux de touristes? Alors, au niveau des Antilles, ça a été plus marqué. Nous, les quelques tendances qu'on a pu garder, ça n'a pas trop impacté la Guyane, mais on l'explique par le fait qu'on a plutôt un tourisme d'affaires. Donc voilà, le tourisme d'agrément étant le segment le plus faible en tout cas, donc l'impact est moins fort certainement sur la Guyane. Plutôt un tourisme d'affaires, donc finalement les Guyanais ne voyagent pas trop à l'intérieur du territoire, puisque le salon est quand même adressé aux résidents. Ah oui, alors, quand on parle de tourisme, voilà, on parle des arrivants, du tourisme récepteur, ce qu'on qualifie de tourisme décepteur. Et donc est-ce que les Guyanais visitent leur propre territoire? Alors là, voilà, c'est ce qui bouge maintenant, c'est vraiment le segment, d'ailleurs c'est la cible du salon, c'est vraiment un segment sur lequel nous travaillons beaucoup. Et effectivement, maintenant, ça bouge considérablement. On commence à avoir des éléments chiffrés puisqu'on travaille depuis avril 2015 avec un prestataire sur une enquête sur les résidents. Et là, on commence à avoir des tendances où effectivement les Guyanais apprécient. Alors, ils commencent à bouger et ce qui est intéressant, c'est qu'ils apprécient. Ils commencent à bouger et c'est toujours très appréciable, mais quand même, c'est particulièrement cher quand on sait qu'un billet, un aller-retour Londres-Lyon coûterait 39 € et quelque chose pour aller à Camoupi ou à Grand-Santi pourrait coûter au moins 3 fois plus cher. Mais voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui est fait peut-être pour faciliter les déplacements des Guyanais à l'intérieur de la Guyane? Aujourd'hui, c'est le plus gros handicap de la Guyane. Le plus gros handicap aujourd'hui de la Guyane, c'est que ce soit les tarifs intérieurs, mais bon, là, on savait qu'on est sur une logique de délégation, donc c'est un petit peu particulier. On est sur une logique de continuité territoriale que la collectivité territoriale doit assumer. Donc là, on est sur des tarifs un petit peu maîtrisés. Maintenant, sur les vols extérieurs, voilà, on est sur des logiques où la concurrence est très faible et donc les opérateurs en place, appliquent des tarifs assez élevés. Dernier point quand même sur le salon, à quoi les visiteurs doivent s'attendre? Beaucoup de nouvelles choses parce que les offres ont évolué. Les prestataires qui sont là, en tout cas, ont fait beaucoup de choses. Il y a de nouveaux produits qui sont en perspective à venir découvrir. Et puis il y a vraiment une animation. Vraiment cette année, il est assez original. Cette édition est très originale. C'est le premier salon de la mandature de notre président et vraiment il a tenu à ce que ce soit quelque chose. C'est à la fois une nouveauté pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bathilde, d'avoir été avec nous. On poursuit en Martinique où la grève des agents territoriaux a monté d'un cran aujourd'hui. Des établissements scolaires et d'autres sites dépendants de la collectivité territoriale de Martinique ont donc été bloqués. Au deuxième jour de mobilisation, la colère de l'intersyndicale ne faiblit pas et c'est toute la Martinique qui en fait les frais. Guy Raphaël René. Des bâtiments bloqués à l'instar de l'ancien centre administratif du Conseil général, plus d'établissements scolaires fermés par rapport à hier. Le mouvement des employés de la CTM est monté d'un cran au deuxième jour de grève. Nous faisons tout un service bon matin. Nous, des établissements scolaires qui rejoignent le mouvement. Donc, nous avons une dynamique. Depuis hier, pièce comptable entre les élus et les représentants des organisations syndicales. Nous sommes obligés de monter en puissance puisque nous avons donné une alerte hier sans avoir pu déclencher de réaction de la part de la collectivité
et de tentatives de nous rencontrer. Il y a un communiqué qui a été lancé ce matin par le président du conseil exécutif et par M. Francis Carole. Nous trouvons que ces communiqués-là ne sont pas très engageants pour pouvoir permettre qu'un dialogue vraiment s'instaure. Ce matin, c'est par voie de presse que les grévistes ont pris connaissance de l'injonction du président Marie-Jeanne qui demande le déblocage des établissements scolaires. Jusqu'ici, aucune rencontre n'a été fixée entre les deux parties depuis le début du mouvement. On ne peut pas dire que le président Marie-Jeanne ne veut pas les recevoir. Personnellement, je dis ce qui suit, que le président Marie-Jeanne ne peut pas tout faire. Il délègue. C'est ainsi qu'il nous a délégué, Mme Torpi et moi-même, et à 2 reprises, nous avons reçu des syndicats. Et nous leur avions dit que nous étions en train de faire une étude au cas par cas et que lorsque ce travail serait finalisé, nous pourrions leur donner un certain nombre de réponses précises. Et ces réponses précises sont apportées. Ils ont considéré qu'il fallait absolument faire grève. C'est leur droit, je n'ai pas à leur dire de faire ou de ne pas faire grève. Mais je dois dire de manière responsable qu'il ne faut pas pénaliser les élèves martiniquais, il ne faut pas pénaliser les lycéens, il ne faut pas pénaliser les usagers de la CTM. Si les élus ne contestent pas la légitimité de cette grève, du côté des syndicats, on compte bien aller le plus loin possible dans l'intérêt des 200 personnes concernées par le non-renouvellement des contrats. En bref, notez que la liaison routière entre le quartier Parc Lindor et la route du Tigre sera demain soir ouverte au public. Il s'agit d'une nouvelle voie d'un peu moins de 2 km reliant donc Cayenne à Remire-Montjoly en moins de 5 minutes et qui devrait donc fluidifier la circulation. Du sport maintenant pour finir ce journal. Les finales du championnat de Guyane de volleyball ont commencé hier soir au centre Georges Donzenag avec 2 affrontements et un même vainqueur, Montjoly. Chez les hommes comme chez les femmes, 2 matchs qui se sont déroulés dans une ambiance survoltée. Le récit de Jonathan Lariot. Plus que quelques jours avant la fin du championnat de Guyane de volleyball. Hier soir, les premiers matchs des finales garçons et féminines ont fait trembler le centre départemental Serge Donzenag. Sur le terrain, un vrai champ de bataille. Les équipes ne lâchent rien. D'un côté, Matoury et de l'autre, l'équipe de Montjoly 1. Un match serré jusqu'au bout. Montjoly mène le bateau avec un score de 2-7 à 0. Et la réponse ne se fait pas attendre. Rapidement, les championnes en titre de Matoury égalisent. Mais c'est sans compter sur la rage de vaincre des Montjoliennes qui, même dans la difficulté, n'auront pas laissé passer la victoire. Franchement, on en avait envie. C'est vrai que Matoury, ce sont les championnes de Guyane. Mais nous, franchement, au jour d'aujourd'hui, on veut les déclasser. Et on va faire le tout pour le faire. On essaie d'être vigilante au contre et en défense parce qu'effectivement, elles sont extrêmement bonnes à l'attaque. Avec tout ça, je pense qu'on pourra réussir à arriver jusqu'au bout. Chez les garçons, moins de surprises. Le Sport Guyanais, outsider de cette finale, affrontait le champion en titre, l'USL Montjoly. Si les Cayennais démarrent bien le match, la suprématie de Montjoly a vite pris le dessus. Résultat, 3-7 à 0, net et sans bavure. On a très bien commencé les playoffs, les finales. On a su s'imposer dès le départ. On a toujours joué contre eux en championnat. C'est notre adversaire direct. On a su s'imposer dès le départ. On continue sur la même base. On applique les mêmes consignes que nous a donné l'entraîneur. Les 7 qui gagnent, en fait, ça a toujours été serré. On a été devant, on perd 2-3 points d'affilée, ils repassent devant. Eux, ils arrivent à défendre sur nos balles. Et ce que nous, on n'arrive pas à faire sur la plupart des balles importantes. Dans le volleyball, celui qui défend le plus, quand les 2 équipes ont le même niveau, c'est celui qui défend et qui convertit ses points, c'est celui qui passe devant. Le match retour des finales se déroulera ce samedi. Une dernière chance de se remettre dans la course pour les équipes perdantes. En cas de victoire, le tout se jouera dans un match d'appui. C'est la fin de votre journal. Voici le rappel des titres. Le maire de Matoury, lâché par sa majorité, 23 conseillers municipaux sur 33 ont voté contre le compte administratif de l'an passé. Et le budget 2016, présenté par Gabriel Serville, le préfet de région devra saisir la Chambre régionale des comptes. Un atelier associatif de soutien au projet. Il a été inauguré au camp de la transportation de Saint-Laurent vendredi dernier. Et Caslab sera prochainement ouvert au public. Et puis du volleyball dans ce journal avec les finales du championnat de Guyane de volleyball démarré hier. 2 affrontements pour un même vainqueur, Montjoly, pour les hommes comme pour les femmes. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, puis ce sera votre émission Face à Face. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée, à demain.